Alors, Samuel Alison, vous regardez, on commence très fort ce samedi matin, vous regardez du côté des épidémies, et puis pas n'importe lesquelles, typiquement l'épidémie de virus Ebola. Voilà, on va rester dans le joyeux. Ce virus, vous le regardez parce que justement la forme même de l'épidémie et la typologie d'action de ce virus est intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'évolution comme vous le faites, plus que d'autres virus. Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu cynique de le présenter comme ça. C'est aussi intéressant parce qu'au cours des dernières années, Ebola, ça a quand même été le principal fléau qu'on a vu. Enfin, l'épidémie qui a eu lieu en Afrique de l'Ouest, c'est 10 000 morts. Mais c'est vrai que pour un scientifique, c'est intéressant. Moi, pour caricaturer, en fait, dans mes travaux, j'essaye un peu de réconcilier. On a parlé de Darwin tout à l'heure, mais l'idée, c'est de réconcilier Darwin et Pasteur. Lamarck, c'est plus compliqué, mais on y reviendra tout à l'heure. Ça peut être très intéressant. Et c'est vrai que les microbes, en général, les virus, les bactéries, sont un sujet d'étude idéal pour un évolutionniste. Alors ça peut surprendre parce qu'en évolution, on pense souvent à l'évolution de l'homme, aux dinosaures. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que les bactéries, les virus évoluent extrêmement plus vite que nous. J'avais calculé que si vous avez une personne qui est porteuse du VIH, le virus du VIH va produire des nouveaux virus. C'est un être vivant comme nous. Il va faire ça tous les 2 jours environ. Un virus produit un nouveau virus. Ce qui fait qu'une personne porteuse du VIH, en 20 ans, vous allez avoir autant de générations de virus que Homo sapiens depuis son apparition. Donc 20 ans d'infection, l'évolution virale humaine. Ça vous donne une idée des échelles de temps auxquelles on parle. Et donc Ebola, ce qui s'est passé, Ebola, il faut savoir que là encore, on ne sait pas très bien où habite Ebola. Ebola, c'est un virus qui peut apparaître chez l'homme, mais jusqu'à la grosse épidémie récente. C'était quand ? C'était il y a 2 ans ou 3 ans ? Alors le premier cas où on a remonté, où c'est un jeune garçon d'1 an dans un endroit un peu reculé en Afrique. C'est décembre 2013. Décembre 2013 est les derniers cas documentés où on pense qu'en fait c'est des survivants, parce qu'une des découvertes qu'on a faites au cours de l'épidémie, c'est que le virus peut se cacher dans les fluides. On a retrouvé dans le sperme, dans les yeux, plusieurs mois après la guérison. Et on pense qu'il y a eu les derniers cas, c'était lié à ça. C'était des personnes qui avaient guéri, mais qui avaient encore du virus dans leur sperme et qui ont infecté leur partenaire comme ça. Mais donc en gros, décembre 2013 jusqu'à fin 2016, et peut-être encore certaines personnes porteuses. Ça, après, ça pose des problèmes plus de sociologie, d'anthropologie, de politique, parce qu'il y a une énorme discrimination des survivants à Ebola en Afrique. Mais donc voilà, 2013 à 2016. Et donc ce virus, on pense qu'à l'état naturel, son habitat, c'est chez les chauves-souris. On n'est pas très sûr. On n'a jamais trouvé de chauves-souris infectées. On a trouvé des anticorps qui protègent contre Ebola chez les chauves-souris, mais on n'a pas de chauves-souris porteuses d'Ebola. Mais on pense que c'est les chauves-souris fructivores. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé en 2013-2016. On pense à l'origine, c'est un seul événement d'une personne qui a été contaminée, probablement par une chauve-souris ou par la faune sauvage. Et de proche en proche, je dirais, ça a pris une ampleur pour aboutir à l'épidémie telle qu'on l'a vue. Est-ce que ça, vous le mettez sur le compte du hasard, vraiment, la coïncidence, une contingence, ou bien il y avait des éléments qui faisaient qu'à un moment, ça devait arriver hasard, nécessité. Alors, Ebola, c'était, je crois, la 13e, on parle d'outbreak en anglais. Il n'y a pas de mot français bien pour parler de cette notion d'outbreak, mais c'est un peu une explosion. C'était la 13e. Jusque-là, on en avait vu 12 depuis 1976 et la première description. Et jusque-là, à chaque fois, le virus est tellement virulent qu'il s'éteint de lui-même parce qu'il n'a plus assez d'hôtes à infecter. Les gens meurent avant qu'ils aient transmis le virus. Voilà. En fait. Et ça, je pourrais y revenir. Ça pose des questions d'évolution qui sont intéressantes. Mais voilà, jusque-là. Alors, la grosse différence aussi, et qui est une des raisons qui explique l'ampleur de l'épidémie, c'est que jusqu'ici, les cas qui avaient été déclarés n'étaient pas en Afrique de l'Ouest. Donc, par exemple, il y a une épidémie qui a été beaucoup étudiée par quelqu'un de mon laboratoire à l'UEBO au Gabon. Et là, effectivement, ils ont pu décrire comment tous les premiers stades de l'épidémie, c'est quasiment la faute à pas de chance. Donc dans cette épidémie,
Ils avaient identifié la personne, on parle du patient zéro, la personne qui était à la source de la plupart des cas. C'était une dame de 55 ans, je crois, qui avait infecté 11 personnes. Et ils se sont dit, comment est-ce que cette dame elle-même a été infectée ? Comment ? Oui. Comment elle a infecté 11 personnes ? Alors en majorité, c'était sa famille, les gens qui se sont occupés d'elle. Donc la grande partie, un des gros problèmes avec la transmission, en particulier dans certaines régions d'Afrique, c'est au moment de l'inhumation. Parce qu'Ebola a cette spécificité qui peut se transmettre après le décès. La plupart des infections, la grippe, le VIH, une fois que la personne est morte, il n'y aura plus de transmission. Ebola, la personne reste infectieuse pendant, on pense, quelques jours à 2 semaines. Et donc, dans les processus d'inhumation, c'est là où il peut y avoir énormément de contamination, parce que la contamination se fait par les fluides. Et donc, on pense que voilà, cette femme, ça a été en grande partie à ce moment-là qu'il y a eu de la transmission. Et s'est posé la question sur cette femme, comment est-ce qu'elle l'avait contractée. Et en remontant de proche en proche, en fait, on a retracé tous les événements. Il y avait eu d'abord, on s'en est aperçu après, un nombre inhabituel de chauves-souris géantes qui avaient été chassées. On pense qu'un des chasseurs avait contracté l'infection depuis les chauves-souris, mais ce chasseur n'est pas mort. Et en fait, quand on va suivre les populations qui vivent en bordure des forêts, on trouve souvent des gens qui ont des anticorps protecteurs à Ebola. Mais ce chasseur a infecté, je ne sais plus si c'est son fils ou sa fille, on pense il retrace même à une longue marche où l'enfant était sur les épaules, et donc en fait le contact avec la sueur, l'enfant qui lui n'était pas immunisé aurait été infecté. Cet enfant est décédé d'Ebola, et dans ces communautés, quand un enfant meurt, c'est pas la famille qui va l'inhumer, c'est une dame plutôt âgée extérieure, et c'était cette dame-là qui s'était chargée de l'inhumation. Et ensuite, elle a infecté 11 personnes. Et donc on voit qu'il y a eu plein d'événements qui sont effectivement la faute à pas de chance. Le chasseur qui est porteur sain, c'était pas gagné qui contracte la maladie, qu'il soit suffisamment en contact avec son enfant pour que l'enfant soit infecté, que l'enfant lui-même, cet enfant n'a infecté qu'une seule personne. Donc tout ça, l'épidémie avait plein de chances pour s'éteindre. Mais ensuite, effectivement, une fois que la femme a infecté 11 personnes, là vous avez 11 personnes infectées, et là le hasard joue beaucoup moins. Donc au début de l'épidémie, il y a à peu près toujours ce hasard. C'est ça qui rend les choses si difficiles à prévoir. Et peut-être, d'ailleurs, quand il y a eu la grosse épidémie 2013-2016, on a décrit une autre épidémie, je ne sais plus si c'était au Gabon ou dans ces régions-là, donc pas en Afrique de l'Ouest, qui s'est propagée en même temps, une introduction indépendante dans un autre endroit du monde. Donc continuellement, on a ces nouveaux départs depuis la faune sauvage. Et là, donc, ce qui est extrêmement surprenant, c'est que sur cette épidémie, donc je vous disais, les anciennes épidémies, ça avait fait 200, 300 infections, quelques centaines de morts. Il y a toujours un temps de réaction assez long des autorités locales, sans parler de l'OMS pour aller sur place. En 2013, donc le garçon d'1 an est mort en décembre 2013. Je crois qu'il y a des autorités nationales en Guinée qui sont venues. Ils ont conclu que c'était plus ou moins un cas de choléra, quelque chose d'atypique. Et ensuite, il y a eu de plus en plus de cas dans cette région-là. Et il faut attendre, donc là les autorités y vont en janvier, il faut quand même attendre 12 semaines avant qu'on dise c'est Ebola. Ça remonte en fait, il y a une équipe de Médecins sans frontières qui va aller là-bas, les échantillons vont remonter en Europe et c'est Sylvain Bèze à l'Institut Pasteur qui en mars fait le diagnostic, dit mais ça ressemble à Ebola, il séquence le génome du virus et là à partir de mars, fin mars, on sait que c'est Ebola. Donc il y a vraiment tout ce délai et du coup de décembre jusqu'à mars, le virus a déjà eu le temps de se propager. Alors là se passent des questions plus politiques aussi avec la gestion de crise par l'OMS. L'OMS a vu ses crédits diminuer dans la région pour la gestion de crise. Ça a été divisé par 2. Ils avaient à peu près 26 millions en 2010. En 2014-2015, ils sont plus qu'à 10 millions. Donc l'OMS a plus vraiment d'argent. Il y a des problèmes de politique interne aussi sur comment l'OMS est quelque chose qui est très structuré. Et donc la branche africaine était très indépendante de la branche européenne avec des tensions. Donc quand les Américains envoient leur équipe spécialiste sur Ebola, les gens localement le voient d'un mauvais œil. Enfin bon. Mais la gestion de crise sur place, il y a un article très bien dans un journal américain qui raconte, c'est un autre Français, le professeur Rollin, qui est l'expert de ces explosions. Il va sur place, il arrive fin mars, avril-mai. Il a connu plein d'épidémies. Et quand il reprend l'avion fin mai, pour lui, c'est bon. Ils suivent les cas en Guinée. Il voit la diminution du nombre de cas. Il se dit, ça va faire comme tous les autres. On a quelques centaines de cas, ça va disparaître. Et en gros, il atterrit aux États-Unis. Et là, en juin, il apprend que ça repart. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plein de chaînes de transmission qui étaient complètement passées inaperçues.
Et c'est là où le contexte sociologique est extrêmement important, c'est que les pays où ça s'est propagé, c'est des pays qui n'avaient jamais vu Ebola, mais c'était aussi Guinée, Sierra Leone, Libéria, des pays ravagés par la guerre civile, où en gros quand les autorités vous disent quelque chose, il vaut mieux le mettre en doute. Et donc quand les autorités demandaient de signaler les morts, etc., la plupart de l'information n'est pas remontée. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là. Et il y a aussi un aspect biologique qui n'est pas inintéressant. Donc là, on n'est plus tellement dans le cas du hasard. L'épidémie était vraiment propagée. Mais on s'est aperçu après coup en allant voir le génome du virus. Donc vous savez qu'on a tous de l'ADN dans toutes nos cellules, c'est notre patrimoine génétique. Mais c'est pareil pour les microbes. Les virus ont aussi des gènes, de l'ADN. Et on peut séquencer cet ADN beaucoup plus facilement que le nôtre parce qu'il est beaucoup plus petit, la molécule est beaucoup plus courte. Et on s'est aperçu en regardant cet ADN que le virus avait évolué pendant l'épidémie. On a trouvé des mutations, les virus qui sont propagés, qui sont sortis de Guinée, qui sont allés se propager au Libéria et en Sierra Leone, qui est sorti du Libéria, qui s'est propagé en Sierra Leone, avaient des mutations. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en testant en laboratoire l'effet de ces mutations, en fait, aujourd'hui avec le génie génétique, on peut vraiment manipuler ça. On peut prendre un virus sans mutation, lui rajouter la mutation. On s'est aperçu que les virus porteurs de cette mutation devenaient beaucoup plus aptes à infecter des cellules humaines. Et encore plus, j'ai des mots anglais qui me viennent, mais de manière encore plus frappante, ces virus devenaient moins capables d'infecter les cellules de chauve-souris. Donc vous avez une mutation qui permet au virus de mieux infecter les cellules humaines, moins bien infecter les cellules de chauve-souris. Et en fait, cette mutation, c'est là aussi la recherche fondamentale était importante. Elle n'est pas située n'importe où dans le gène, elle est située sur un gène qui se lie avec la protéine NCD qui permet de rentrer dans les cellules. Et on sait que ça, puisque vous êtes un théoricien de l'évolution, comment l'explique-t-on ? Comment explique-t-on cet effet est-ce qu'il y a un effet rétroactif ? Comment le virus, entre guillemets, sait-il qu'il a intérêt à muter comme ci ou comme ça ? Ou comment a-t-il été sélectionné pour être plus infectant ou meilleur infectant ? Comment vous l'expliquez ? Le virus ne décide rien. On est d'accord. Le virus, c'est comme nous, c'est-à-dire que les enfants sont tous différents des parents. On n'est pas une espèce clonale. L'homme évolue sans cesse. Les enfants sont par définition un brassage génétique. Et dans une certaine mesure, c'est un petit peu pareil pour le virus. À chaque fois qu'un virus produit des nouveaux virus, chaque virus va être un peu différent. Et effectivement, un virus qui est un peu différent et qui arrive à mieux se reproduire va se propager beaucoup plus. Et donc là, on pense que c'est ce qui s'est passé. On pense que par hasard, certains virus avaient cette mutation et ils ont été beaucoup plus infectieux. Et c'est vraiment frappant, c'est-à-dire que quasiment tous les virus qui sont passés au Sierra Leone étaient porteurs de cette mutation. Et après, on a même pu aller regarder rétrospectivement chez les personnes ayant été infectées. On a pu regarder quelle avait été leur charge virale, quel avait été leur taux de survie, selon qu'elles avaient été par un virus mutant ou pas. Et on voit là encore un effet très fort où les virus ayant acquis les mutations conduisaient avec des infections avec des charges virales plus élevées. Les gens avaient plus de virus quand ils étaient infectés par un virus muté. Et là aussi, quand vous travaillez de cette manière, vous êtes au milieu des médecins, de ceux qui vont intervenir. On comprend bien la nécessité pour les scientifiques d'être là aussi et de faire toutes ces analyses. On vous prend pas, je dirais, pour des aliens qui allaient travailler sur des échelles de temps bien différentes. On comprend que c'est important. Alors là, je précise qu'on était très très loin des médecins puisqu'on était en Europe. Vous êtes fait transporter les échantillons. Ça a été un exemple assez fascinant sur le partage de données en fait cette épidémie parce que donc il y a des gens qui ont fait un travail sur place admirable. Le premier article dans Science qui vraiment décrit l'épidémie. Vous avez une trentaine de co-auteurs et comme on disait tout à l'heure, certains, en gros, ils sont décédés entre la soumission de l'article et sa publication. Donc Ebola, jusqu'à cette épidémie, c'était un virus qui avait quasiment tué plus de personnel de santé et de chercheurs que de victimes civiles, si j'ose dire. Bon, là, ça a changé évidemment. Et ce qui a été frappant sur cette épidémie, c'est qu'il y a eu un partage des données, en particulier des données génétiques. Donc ces fameuses séquences génétiques des virus. Elles ont été mises à disposition de la communauté scientifique dans son ensemble et nous, finalement, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à travailler là-dessus. C'est parce qu'on pouvait récupérer ces données via des publications scientifiques et on a vraiment eu une mise en œuvre des progrès technologiques. Il y a un article dans Nature par le premier auteur s'appelle Quick, c'est assez marrant parce que ça veut dire rapide en anglais.
En fait, ils ont apporté tout le dispositif pour extraire l'ADN des virus, le séquencer, faire l'analyse bioinformatique dans une valise de 20 kilos en Sierra Leone. Donc ils ont fait la démonstration qu'ils pouvaient emporter le matériel suffisant et ils pouvaient séquencer à peu près un génome par jour. Et donc ça, en situation de crise, dans un pays où vraiment l'épidémie a tout déstructuré. Et donc là, il y a eu un phénomène assez intéressant de partage au niveau mondial, où des équipes de tous les pays ont pu regarder ces séquences génétiques. Et c'est vrai que pour un évolutionniste, alors je vous disais, on peut aller chercher, voir s'il y a une mutation qui a un effet sur le virus, mais on peut faire d'autres choses aussi avec ces séquences génétiques, en particulier parce que, donc, je vous disais, le virus accumule ces mutations. Et c'est un petit peu comme le petit pousset qui sème ses cailloux, en fait. Le virus, quand il va se propager de Guinée en Sierra Leone, à chaque fois, il infecte une nouvelle personne. Donc, si vous allez prendre le virus, mettons qu'un virus m'ait infecté moi, et qu'ensuite il ait infecté André, et qu'ensuite il ait infecté Dominique, eh ben, comme André a été le premier infecté, voilà. Je vais que dans un sens. Comme André a été le premier infecté, le virus qu'il a infecté va ressembler le plus au mien, parce qu'il a eu moins de temps pour diverger, accumuler des mutations. Et ensuite, si j'ai infecté Dominique après, le virus va avoir divergé, donc les virus vont être plus différents. Et donc quand on fait ça, quand on va chercher tous ces virus qui ont été récupérés au cours du temps, depuis 2013 jusqu'à 2016, on peut comme ça finalement avoir une idée de la chaîne de transmission. Si on avait toute l'information, on pourrait savoir qui a infecté qui, on ne va jamais jusque-là, mais on peut comme ça retracer, voire dater les événements en fait. Quand est-ce que le virus est passé de Guinée en Sierra Leone, à quelle vitesse il s'est propagé en Sierra Leone, tout ça à partir de leur information génétique. Et cette connaissance que vous pouvez acquérir apparemment aussi avec des valises de 20 kilos sur place, cette information, elle sert vite aussi pour ceux qui doivent soigner ou ceux qui doivent prendre certains types de mesures. Est-ce que ça a un impact aussi ? Alors c'est un enjeu assez important parce que traditionnellement en épidémiologie, quand je discute avec les collègues de l'Institut Pasteur, là, par exemple Simon Cochemez, la dernière fois que j'avais été, il venait d'être contacté par l'OMS pour la peste à Madagascar. Les données qu'ils ont d'habitude, c'est cette semaine on a eu un cas de peste, la semaine numéro 2 on a 3 cas, ensuite 0, ensuite 5. Donc très très peu de données, vous voyez juste des dizaines de cas, et là l'OMS leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on en revient sur la difficulté de faire des prédictions. Vous avez un cas par-ci, 0 cas par-là, qu'est-ce que vous allez dire ? Si vous allez chercher ce matériel génétique, tout de suite vous rajoutez beaucoup plus d'informations. Vous pouvez essayer d'avoir une estimation sur est-ce que c'est le même genre de pathogène. Par exemple sur Ebola, on a pu montrer comme ça que les virus étaient quand même assez homogènes, donc c'était une seule introduction. C'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment ce garçon en décembre 2013, c'est de là que c'est parti, parce que les virus sont assez homogènes. Donc vous pouvez déjà dire beaucoup plus de choses. Finalement, vous rajoutez la quantité d'informations. Et ça, je dirais, c'est d'autant plus important qu'on est en début d'épidémie, que si on ne fait que compter les cas, on sait finalement peu de choses. Le génome nous renseigne beaucoup sur est-ce que c'est une souche qu'on a déjà vue, est-ce qu'il y en a plusieurs, et même ça nous aide à aussi estimer un nombre qui est extrêmement important en épidémiologie qu'on appelle le nombre de reproduction de base. C'est un peu le nombre. En évolution, en fait, notre but, c'est souvent de compter combien de bébés font les individus. Celui qui fait le plus de bébés est celui qui va être le plus gagnant en évolution, mais c'est pareil pour une maladie. La maladie qui a le R0 le plus élevé, qui a le nombre de reproduction de base le plus élevé, c'est celle qui va se propager. Et par exemple, une infection comme le VIH va avoir un R0 de 2, une personne infectée, ça dépend des populations, mais infecte à peu près 2 personnes. À l'inverse, un virus comme la rougeole, un R0 de entre 10 et 20, mettons à peu près 15. Donc c'est pour dire, si une personne a la rougeole dans la salle, elle va infecter 15 autres personnes si personne n'est vacciné ou personne n'est immunisé. Donc ça c'est extrêmement important en épidémiologie parce que dans une perspective de contrôle, le but c'est de se faire passer ce nombre de reproductions sous la barre des 1. Si j'infecte moins d'une personne en moyenne, l'épidémie va disparaître. Et donc ça, en situation de crise, c'est vraiment la quantité à mesurer rapidement. C'était un peu ma première question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement ces explosions d'épidémies Ebola s'arrêtent ? Et ben voilà, donc leur R0 en général est très proche de 1, voire même il peut être en dessous de 1. C'est-à-dire que même si moi j'infecte moins d'une personne en moyenne, par malchance, je peux en infecter une, qui va en infecter une, qui va en infecter 2,
qui va infecter personne. Au final, en moyennant, on tombera sur 0. À chaque fois, la probabilité va être de 0,9. Mais on peut quand même avoir une petite vague épidémique le temps que ça s'éteigne. Et même si on est proche de 1, en fait, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'au tout début de l'épidémie en Sierra Leone, on était aux alentours de 2,2 pour vraiment le pic épidémique. Et dans les autres pays, on était plutôt en dessous de 2. Donc on est sur des vitesses de propagation qui sont pas très très élevées pour Ebola non plus. C'est pas la rougeole. Voilà. Mais et après, bon, ça me rappelle un petit peu la peste à Marseille, où au Moyen Âge, donc la procédure, ça a été d'isoler totalement Marseille, les pestiférés, et en disant, si vous êtes dedans, vous allez mourir, c'est pas notre problème. Par contre, vous n'allez pas contaminer le reste. Ça a été effroyable, mais ça a été efficace. C'est un peu ça qu'on fait pour Ebola ? Ebola, c'était effectivement assez. Il y a eu plusieurs choses. D'une part, il n'existait pas du tout de vaccin à l'époque parce que on considérait que c'était pas une maladie rentable. Et effectivement, avec 12 ou 13 épidémies à 100 ou 200 personnes, on peut questionner la nécessité de mettre en place des vaccins, mais il n'y avait pas non plus vraiment de traitement. Donc c'était assez déprimant. En fait, ce qu'on pouvait faire, c'est soigner les symptômes. Mais ça a eu un effet négatif aussi, cette idée commune qui était qu'il n'y avait pas de traitement, c'était que les gens n'allaient pas non plus consulter, pour beaucoup, en se disant il n'y a pas de traitement, ça sert à rien que j'aille à l'hôpital, alors qu'on peut quand même gérer les symptômes, ce qui améliorait les chances de survie. Donc après, à la décharge de ces personnes-là, il y a eu énormément d'infections dans les hôpitaux ou dans les centres de soins, c'est-à-dire que les gens qui allaient pour une fièvre ou qui allaient consulter, dans un contexte épidémique où il y a Ebola, certains l'ont attrapé dans la salle d'attente, en gros. Donc... Alors,